Et pour en parler, nous sommes en direct depuis Rabat avec Hassan Al-Arrafi, économiste. Hassan Al-Arrafi, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Pouvez-vous nous expliquer le contexte de l'adoption de ces mesures stratégiques concernant le développement territorial à travers ces programmes de développement territorial intégré et la réforme de la loi organique sur les régions? Je pense que les décisions qui sont prises dans le Conseil des ministres d'hier s'inscrivent certes dans une logique de réforme, mais aussi dans une logique de continuité, dans la mesure où ils sanctionnent tout un processus de maturation et de mise en œuvre progressive du chantier de la régionalisation avancée au Maroc. Et ceci, bien sûr, conformément aux orientations de Sa Majesté et le roi, qui ont toujours insisté sur une mise en œuvre euh, pas à bâton rompu, mais progressive et d'une manière équilibrée et adaptée aux compétences des régions, afin d'éviter tout chevauchement institutionnel et de garantir par là l'efficacité de l'action publique territoriale. Bon, à titre de rappel, ce que nous avons lu dans le communiqué du Conseil des ministres n'est que l'aboutissement de tout un processus de longue haleine qui a commencé depuis 2017. Je vous rappelle le discours royal adressé au deuxième forum des parlementaires des régions, dans lequel il a parlé d'un transfert global des compétences des régions, mais en tenant compte des critères de progressivité, voire de différenciation entre les régions. Également, le discours royal adressé aux participants aux premières assises de fin 2019, et l'en est de même pour les assises de 2024, fin 2024, et toujours cette question de chantier de mise en œuvre des compétences était à la une et était un élément central. En parallèle, il faut rappeler que euh, les décisions stratégiques qui ont été adoptées hier sont également l'aboutissement d'un processus de concertation interinstitutionnelle qui a commencé notamment à partir des résultats des travaux du cadre d'orientation de mise en œuvre des compétences de région qui a été initié juste après les assises de 2019 et qui a évolué manifestement également suite à l'adoption d'une feuille de route qui a été une feuille de route qui a été insufflée dans la lettre royale adressée aux participants aux deuxièmes assises sur la régionalisation. Comme vous Selon voyez, vous, il y a tout un travail qui a été fait suite aux instructions royales. Hier, ce n'était que l'un de ces résultats. selon vous, Hassan Oui. Al-Arrafi, que pourrait apporter le mécanisme de PDTI comme solution à cette dynamique et quelle en est la démarche? Vous savez que cette ingénierie, je l'appelle moi une ingénierie, les programmes de développement territorial intégré, parce que quel était le problème? Le problème, toujours, était la mise en cohérence des politiques publiques locales et la mise en cohérence et la synergie des programmes et des projets qui sont mis en œuvre. Chaque niveau de collectivité territoriale, il adopte sa stratégie telle qu'il est instituée par la loi organique qui le concerne, que ce soit au niveau de la région à travers le PDI, que ce soit au niveau des provinces à travers les PDP, que ce soit au niveau des communes à travers les PAC, mais qui va les ressouder et qui va leur garantir la mise en cohérence. Je pense que un PDI est un ensemble.
cohérent de projets et d'actions, des actions à vocation économique, sociale, infrastructurelle, et qui sont conçus à l'échelle d'un territoire. Ce territoire peut être une province, une préfecture ou une région dans une vision globale et intégrée. C'est ça la philosophie des PDU. Et ces PDU, cette nouvelle génération, a été insufflée dans le discours de Sa Majesté à l'occasion de la fête du trône, fin mars, et qui a été explicité par la suite par une circulaire du ministre de l'Intérieur le 15 août et bien sûr réconforté par la lettre réconfortée par les orientations de la loi de finances. Bon, il ne s'agit plus de projets isolés, mais d'un programme structuré, coordonné et orienté vers des résultats mesuраbles. À titre de rappel, comme il a été explicitement mentionné dans les circulaires du ministère de l'Intérieur, c'est que ces PDU ont 5 objectifs. D'abord, améliorer les conditions de vie des citoyens. Et ça, c'est une primauté essentielle. Également, le défi est de répondre au défi de la réduction des inégalités territoriales, le renforcement de l'activité économique des territoires à travers la promotion de l'investissement productif. Quatrièmement, il faut favoriser la création de l'emploi. Et bien sûr, favoriser l'emploi, ce n'est que la résultante de la promotion de l'investissement. Et enfin, assurer la cohérence entre les politiques publiques. Ce mécanisme de gouvernance, de développement territorial, on peut le considérer que une réforme majeure fondée sur une approche bien structurée et étudiée. Et donc, je pense que avant d'initier ces projets-là, tout un processus de concertation à l'échelon subsidiaire au niveau des provinces et préfectures a été effectué par les gouvernements, à telle enseigne que le dispositif repose sur une gouvernance multiniveau. Hassan Au niveau Arafi, local, oui. excusez-moi de vous couper, on manque de temps. Comment est-ce que vous estimez la budgétisation des 210 milliards de dirhams sur les 8 prochaines années? Oui, c'est un chiffre colossal, la programmation d'un montant global de 200, quand on parle de 200 milliards de dirhams, vous le multipliez sur 8, ça donne 26 et 75% de notre déficit. Et donc, c'est un budget important. Comme une première lecture, c'est un effort financier significatif traduisant une volonté d'accompagner la mise en œuvre de la régionalisation avancée et des programmes de CPDE. Seulement, à mon avis, son appréciation doit être nuancée à l'aune de 3 dimensions fondamentales: la soutenabilité budgétaire, l'équilibre territorial et l'efficacité allocative. Il ne faut pas avoir une réflexion linéaire en disant que c'est une cagnotte qu'on doit la transformer en affectation budgétaire sur les 8 ans. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a des mécanismes péréquationnels qui fonctionnent suivant les réflexions régulatrices de l'État afin de répondre aux objectifs de CPT2. Cela signifie quoi? Cela signifie que son efficacité dépend moins du montant que de sa répartition. L'enjeu central réside dans l'intégration de mécanismes de péréquation financière pour corriger les inégalités entre les régions et garantir l'équité, parce que Casablanca, Casablanca, c'est pas Daraa Tafilel, ce sont des régions qui sont diamétralement différentes en termes de spécificité. Et aussi, l'objectif principal, c'est de répondre au défi qui a été relevé par Sa Majesté. Il faut finir avec un Maroc à 2 vitesses. Et bien sûr, sans ces mécanismes, il existe un autre risque à gérer, c'est le risque d'accentuation des disparités territoriales au profit des régions déjà favorisées. Donc, je pense qu'il faut faire des mesures afin de ne pas avoir des dérapages, qu'on ait des régions qui vont bénéficier plus
que d'autres. Mais le critère, c'est d'abord les critères, c'est une répartition équitable basée sur des critères où le mécanisme de répartition, il faut qu'on soit basé sur des critères objectifs, la population, les besoins de développement et ainsi de suite, et les Justement, est-ce que conditionnalités. cette dynamique estimée est liée au chantier de la réforme de la loi organique relative aux régions, notamment en ce qui concerne la reconfiguration des compétences? Oui, absolument. Donc, tout ce que nous avons dit, on ne peut pas le dissocier de l'infrastructure législative qui est la loi organique relative aux lois de finances. Et je pense que le fait que le pouvoir législatif statue là-dessus, c'est un très bon signe de maturité de la régionalisation avancée parce que l'essentiel, ce n'est pas d'avoir dans son registre des compétences que vous n'arrivez pas à exercer, mais le véritable défi, c'est d'avoir des compétences que vous exercez avec des performances. C'est la raison pour laquelle, dans la mouture de texte qui est très attendue, on aura l'occasion peut-être de discuter la texture d'une manière assez détaillée, mais l'objectif global, c'est de créer une nouvelle configuration de compétences propres qui sont claires et précises et qui sont susceptibles d'être mises en œuvre avec performance par les régions, en mettant l'accent sur des compétences qui collent bien avec la mission régalienne des régions, qui est l'investissement d'abord et le développement économique, et bien sûr créer une symbiose entre les compétences propres et les compétences partagées. Et demain, Inch'Allah, peut-être on réfléchira pour les compétences transférables. Avant de L'essentiel, c'est que conclure, je pense, oui, bon, avant de pour conclure, conclure, je dis que, bon, ma dernière question pour conclure, s'il vous plaît, elle porte sur les agences oui, régionales d'exécution des projets, les AREP. À quelle nouveauté peut-on s'attendre? oui, les AREP, c'est l'appareil exécutif, c'est un satellite de la région. C'est l'appareil exécutif des projets de la région. Aujourd'hui, ils vont connaître une métamorphose importante au niveau de leur mode de gouvernance. Le modèle économique, elle est là, elle est prévue par la loi sur les régions, mais leur mission aujourd'hui ne peut pas être dissociée de leur mode de gouvernance. Ce n'est pas un établissement public ordinaire, c'est un établissement public. C'est lui qui va prendre en charge la matérialisation de cette allocation budgétaire. Il faut qu'il jouisse de mécanismes de gouvernance modernes, euh, bien connus et partagés par l'environnement socio-économique. Et le plus important, lorsqu'on a une société anonyme, ils seront reconvertis en société anonyme, signifie qu'ils devront être reconvertis en instruments clés pour passer de la planification qu'il ait leur stratégie opérationnelle. Ce n'est pas uniquement un maître d'œuvre ou un représentant de maître d'ouvrage. Non, c'est un véritable acteur dans la scène de développement régional. Également, ça va permettre, société anonyme signifie que vous avez au moins 5 associés. C'est déjà cela sous-tend l'interférence entre le secteur privé et le secteur public, en espérant très bien que les AREP soient pas uniquement l'apanage exclusif des régions, mais euh, a fortiori, il y aura d'autres acteurs territoriaux qui vont permettre le bon développement des CSREP, qui sont le bras de la mise en œuvre de toute action de développement envisagée. Merci beaucoup Hassan Al-Arafi pour votre analyse et d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes économiste et que vous étiez en direct avec nous depuis Rabat. Merci.